fait, j'étais en train avant le podcast, là, je regardais un peu sur mon parcours, combien d'années j'ai vécu en France et à l'étranger, et je viens de réaliser qu'en en atteignant 50 ans, je viens de passer plus de la moitié de ma vie à l'étranger. Et à toi de montrer que tu es prêt à faire plus que ce qu'on te demande. Je pense que c'est ça aussi, montrer que tu prends des initiatives. Et là, c'est des ingénieurs qui aussi sont... nous, c'est les mêmes ingénieurs qui font aujourd'hui du oil and gas, qui vont travailler sur le stockage de CO2. Parce qu'il faut faire du pipeline, il faut faire du études de stockage, subsurface, il faut faire du forage, il faut faire... Donc c'est des métiers où on va, je dis pas recycler parce que c'est pas joli, mais on va reformer nos gens pour faire, avec les compétences qu'ils ont, pour développer les énergies du futur. Donc ça, c'est ce côté vraiment intéressant. Après, il y a ce côté un peu Far West, où c'est facile de démarrer par rapport à la France, créer une entreprise, démarrer. Des fois, les règles sont un peu aussi, on va dire, flexibles, sans vouloir insister trop sur ce sujet, mais... Bienvenue à tous dans cet épisode de System Sales, le podcast qui interviewe les ingénieurs au parcours atypique et qui veulent vous faire partager leur expérience. Dans cet épisode, j'interviewe Frank Neal. Frank est membre du board de la compagnie OMV. Nous allons essayer de décrypter comment passer d'élève ingénieur à CEO d'une division d'une grande compagnie européenne, comment manager la transition écologique quand on travaille dans le oil and gas, et enfin, quelles sont les spécificités culturelles de la Roumanie pour vous aider à réussir votre business dans ce pays d'Europe. Si vous voulez soutenir ce podcast, me motiver, m'encourager à continuer de proposer des interviews, allez sur iTunes, notez le podcast 5 étoiles, ce serait vraiment super. Et si vous vous intéressez à la thématique de la vente, il y a un autre super podcast à aller écouter, n'hésitez pas. Ça s'appelle Les Héros de la Vente, vous le trouverez facilement sur iTunes. Il est top, mais avant d'y aller, on écoute d'abord cet épisode, on est d'accord. Allez, c'est parti. Bonjour Franck. Bonjour Mathieu. Alors, je vais peut-être commencer par me présenter, dire quelques mots sur mon parcours, et ensuite je vais revenir sur Petrom. Donc je suis un ancien d'INSA de Rouen. Je suis sorti de la promo 1993. Une année assez difficile sur le marché du travail. J'avais fait ingénieur thermique. Alors j'avais pas fait le parcours classique d'INSA. Donc j'avais pas fait mes 5 ans chez un INSA. En fait, j'ai fait que 2 ans au sein de l'INSA, ce qui peut paraître un peu bizarre. Mais j'avais fait une prépa, j'avais un bac C, je suis né à Fécamp, je suis de Normandie. Et ensuite, j'avais fait un bac C à Fécamp et je suis parti à Rouen faire une maths sup d'abord, ensuite un DUG à l'université, et ensuite j'ai intégré la première année d'INSA en école d'ingénieur, et j'ai fait 2 années, et ensuite ma dernière année, j'ai fait un master dans le cadre d'Erasmus hem, à, à l'université de Cranfield, en Angleterre, à peu près à D'accord. 1 heure et demie au nord de Londres, qui est un campus qui avait été créé en fait sur une base de la Royal Air Force. Donc au départ, c'était très axé sur l'aéronautique, ouais, principalement sur l'aéronautique, mais ensuite ça s'est développé sur les moteurs d'avion, moteurs de voiture, Mm. etc. Et énergie thermique aussi. Et moi, j'avais fait une spécialité sur les moteurs d'avion, sur tout ce qui était gas turbine technologie à l'époque, voilà. Et Donc somme toute un parcours d'apprentissage ingénieur assez classique. tout à fait, tout à fait. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire et je tiens à dire aux auditeurs que c'est pas du tout préparé. Je suis né à Fécamp. Ah, Donc ok. voilà, un point commun avec Ouais. Franck. Donc, et mon âge peut-être aussi, oui, j'ai pas dit, donc j'ai 50 ans, j'ai eu 50 ans l'année dernière, donc je suis né en 1970. Et j'ai vécu en Normandie donc jusqu'à l'âge de 22 ans, et ensuite j'ai travaillé. Alors mon premier poste, quand je suis sorti de la l'INSA de Rouen, c'était, pour, travailler au Bureau Veritas sur les contrôles de fumée des grandes chaudières industrielles où ils avaient des réglementations de pollution, et cetera, et on travaillait sur,
avec un technicien, en fait, j'étais en charge des rapports, d'émissions, de contrôle de mesure, et cetera, sur les grandes chaudières, donc principalement sucreries, raffineries, et cetera, et cetera. Donc j'ai commencé là et ensuite, on avait encore à l'époque le service militaire à faire et j'avoue que j'étais pas très chaud pour faire un service militaire, donc j'ai cherché des alternatives et des fois, il faut un peu de chance, hein, c'est toujours pareil. Alors la chance, il paraît qu'elle vient aussi, lorsqu'on se bouge, mais donc je cherchais quelque chose à faire en stage à l'étranger, tous les VSN et il y avait un ancien de Gaz de France qui travaillait avec, l'INSA de Rouen sur justement, la relation entre, les entreprises et l'université et j'avais travaillé avec lui sur un stage, mon stage d'ingénieur et en fait ça, à l'époque, il avait retenu mon nom et il m'avait dit, quand je suis rentré d'Angleterre, il m'avait suivi lorsque j'étais parti en Angleterre. Il avait trouvé ça intéressant parce qu'il y avait peu de gens qui partaient à l'époque à l'étranger. On était une 5 sur la promo à partir à l'étranger, donc on était vraiment, très peu et donc il avait trouvé ça intéressant et donc quand je suis revenu, il m'a aidé à trouver une entreprise française qui cherchait, des ingénieurs pour aller travailler à l'étranger et faire leur VSNE si tout se passait bien. Donc toi, tu Donc as un parcours qui a tout de suite été, on peut le dire, orienté vers l'étranger. alors en fait, j'étais en train de avant le podcast, là, je regardais un peu sur, mon parcours, combien d'années j'ai vécu en France et à l'étranger. Et je viens de réaliser qu'en en atteignant 50 ans, je viens de passer plus de la moitié de ma vie à l'étranger. Ah, Mais quand tu dis la moitié de ton temps professionnel ou la moitié de ta vie, non, la moitié de ma vie, la moitié de ma vie. Et professionnel, c'est quasiment j'ai travaillé 4-5 ans en France en fait, hein, 5 ans en France, sur 28 ans de carrière. et quand est-ce que tu as senti justement que tu allais être, attiré vers, une vie à l'étranger plutôt qu'une vie en France? Alors, donc je vais revenir sur la sortie 93. 93, c'est une année où, il y avait une crise économique en Europe, mais particulièrement en France, hein. Moi, je me rappelle, j'avais des amis qui sortaient même d'écoles, par exemple, des grandes écoles, même à des grandes écoles au-dessus qui étaient mieux placées que l'INSA et qui aussi vraiment avaient des difficultés à trouver, du travail. Il y avait une crise des taux de change. J'avoue que je me rappelle plus exactement, mais je me rappelle que lorsque j'ai trouvé mon travail au Bureau Veritas, qui était un contrat, un CDD, on partageait un appartement avec des anciens de l'INSA, on devait être, 7 ou 8 à loger dans un appartement, avec deux-trois pièces et parce que la plupart étaient au chômage, la plupart cherchaient encore du travail et c'était vraiment difficile, à l'époque de trouver du travail et donc en fait, les opportunités à l'étranger étaient vraiment, vraiment importantes pour pouvoir démarrer sa carrière. Parce que le risque, de rester trop longtemps, soit sur des petits boulots ou recherche du travail et finir sur des petits boulots, ce qui est des fois un risque, hein, on voit ça aujourd'hui après le Covid, où des gens qui, sortant de l'école n'arrivent pas à trouver du travail et avec des diplômes font des petits boulots. Le risque, c'est après, c'est vraiment on a du mal à démarrer sa carrière et donc moi, le bureau chez Veritas, le travail dans le bureau Veritas, je savais que ça serait de courte durée et donc je cherchais aussi à avoir les opportunités à l'étranger pour pouvoir lancer ma carrière sur des postes intéressants, pas démarrer sur et pas restreindre à Wissem, je dois dire mes demandes sur le marché français. Donc en fait, ce que je veux ce qu'on entend ici d'intéressant, c'est que 1, tu voulais rester sélectif sur le choix de ton premier poste et 2, tu t'es fermé aucune porte en allant chercher sur le marché, international, quoi. Voilà et lorsque je regarde il y a pas très longtemps sur un autre podcast d'ailleurs en parlait justement du de la crise de Covid et l'impact sur les jeunes diplômés et justement il parlait, j'étais surpris, mais il parlait justement de cette année 93 où lorsqu'il regarde les études socio économiques qui ont été faites sur les promos des années 93, c'est qu'en général, les gens ont moins bien réussi leur carrière que des gens qui sont sortis plus tard ou un peu avant, du fait de cette crise. Et je pense que c'est ça, c'est le fait d'être obligé de partir sur des petits boulots si on veut, parce qu'on a tous besoin d'argent évidemment lorsqu'on sort de l'université ou des écoles d'ingénieurs.
partir sur des petits boulots, le risque, c'est que vraiment on démarre, notre carrière sur une mauvaise base et ensuite c'est difficile de réintégrer, des entreprises lorsqu'on a sur notre CV, on n'a pas grand-chose. On a 1 an de stand-by ou alors c'est vrai que, financièrement, on en a besoin. Donc il faut faire attention dans il ça peut être nécessaire pour des problèmes évidemment financiers, mais, il faut pas rester sur ces postes trop longtemps. Il faut vraiment tout de suite rechercher et 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 être courageux à prendre des risques, quitte à partir sur des postes à l'étranger où, heu, même si le salaire est pas très intéressant, j'ai fait aussi des compromis sur le salaire au départ pour pouvoir démarrer. Moi, ce qui était le plus important, c'était d'avoir une expérience professionnelle, d'un poste intéressant qui me permet de démarrer rapidement et La qualité du la poste, mais un qualité compromis sur le salaire tout du à fait fait. d'aller à l'étranger. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Moi, ce que j'ai trouvé, intéressant en sortie d'école, de faire un petit boulot à côté, c'est que tu apprends aussi, à te connaître un peu toi-même. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, personnellement, tu vois, il y a eu un petit buffer avant de trouver un poste, d'ingénierie et pour pas rester les mains dans les poches, je suis allé vendre des téléphones portables à Carrefour. Mmh. Alors, en soi, c'était pas très intéressant, mais ça m'a permis de découvrir que j'avais une petite fibre commerciale et que j'étais pas plutôt mauvais, dans ce domaine. Tout à fait, tout à fait. Non, non, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Ce que je dis, c'est qu'il faut pas se rentrer dans à la limite de se dire: «Bon, je serai jamais ingénieur, je serai jamais, il y aura pas de poste, je reste sur des petits boulots et tant pis», Mmh mh. et ça, c'est vraiment un risque de se lorsqu'on est dans une crise sociale, hein, dans une crise économique et crise sociale, de pas s'enfermer et il faut accepter à prendre des risques, quitte aussi à faire des compromis sur, salaire et temps de travail, hein. Moi, j'avoue que lorsque j'ai démarré, on comptait pas nos heures. Moi, je travaillais le 6 jours sur 7, parce que je savais que à ce moment-là, les employeurs étaient dans une situation où ils avaient une facilité à trouver des gens, il y avait une telle demande sur le marché et puis, on sortait pas de il y avait aussi des compétitions entre les écoles, hein, qui étaient très fortes, qui est toujours aujourd'hui très forte. Donc il fallait pouvoir s'imposer sur ça. Donc, moi, ce que je conseille, c'est l'expérience à l'étranger, même pendant les études, est intéressante parce que ça crée un avantage sur son CV. Hem, il faut aussi jouer, si on veut rester un peu sur le démarrage, hein, c'est plus pour le conseil, je disais, pour les étudiants d'INSA aujourd'hui. Le réseau INSA est aussi important, hein. Il ne faut pas hésiter à faire jouer le réseau. Moi, ça m'a aidé pour pas sur mon premier poste, mais sur, des stages d'ingénieur. Clairement, je suis rentré chez Alstom, et c'était un ancien de l'INSA qui m'a aidé à obtenir le poste. Donc ça peut jouer aussi. Il faut aussi, regarder. Il y a des écoles où comme les arts et métiers où c'est encore plus dans la culture que chez l'INSA, mais à l'INSA, ça marche aussi, hein, et peu importe l'INSA d'ailleurs, hein, c'est pas forcément Rouen mais à partir du moment qu'on est INSAien et on est nombreux sur le marché. Donc je pense que ça, c'est aussi, quelque chose à faire valoir. Alors moi, le poste était aussi important dans le sens où je cherchais quelque chose qui puisse, je voyais aussi la société en termes de développement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les gens, peut-être ont moins le focus sur la société et plus sur le poste. Notre génération, on avait regardé aussi la société en termes de la taille de l'entreprise, sécurité du travail, heu et cetera. Aujourd'hui, les gens, à la limite, sont prêts à prendre plus de risques peut-être sur ça, sur l'esprit start-up, l'esprit, co-entreprise et cetera. Et peut-être sur la qualité du monde de l'entreprise elle-même, que notre génération. Mais, sur la qualité du poste, je pense que c'est assez similaire, qu'en fait, on regarde Ouais. à le poste qu'on pense sur le type de carrière. Moi, le poste que j'ai choisi après lorsque je suis parti, donc c'était un poste dans une société d'engineering et ils m'ont envoyé en République tchèque pour travailler sur, c'était à l'époque, donc j'imagine en 94, sur le changement climatique, sur l'impact du charbon, dans la ville de conversion. Enfin, c'était la pollution, c'était pas le changement climatique, c'était la pollution de l'air. Et passer du charbon au gaz, en République tchèque et principalement la ville de Prague. Donc le poste en lui-même était ambitieux. Je veux dire la mission était et
the purpose et la mission du poste était intéressant. Enfin, j'avais bien aimé cette expérience. Et aussi un des avantages sur ce que tu pars à l'étranger, et quand tu pars dans les petites structures, parce que tu peux faire partie même d'un grand groupe et te retrouver dans une petite structure. Si tu peux faire ça en France aussi, c'est intéressant, dans une petite structure. Ce qui est important, c'est d'avoir un patron avec qui tu peux vraiment te développer. Je pense que ça, c'est vraiment un point important. Quelqu'un qui va euh, un line manager qui va vraiment te permettre d'apprendre, parce que tu dois tout apprendre encore, tu sors de l'école, mais tu dois encore tout apprendre, et te développer. Et l'avantage des petites structures, c'est que tu dois faire un peu tout. Donc, tu dois faire du technique, du commercial, des fois de l'administration, etc. Et regarder des fois de end-to-end des processus, que ce soit sur l'engineering ou sur la vente. Et ça a ce côté aussi qui te permet de te développer toi-même, lorsque tu as 23 ans, 24 ans, te développer en termes de personnes. Alors, et ça, je trouve que pour moi, ça a été aussi important, cette expérience, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs. Là, c'est plus lié au fait, la taille de la structure et ton responsable, qui va te coacher en fait, hein, et te développer au départ. Je pense que les 10 premières années de ta carrière, c'est vraiment très important le type de patron que tu vas avoir et comment ce patron va t'aider dans ton développement, et qui va te faire confiance Mmh. et qui va te donner des défis sur ton développement et des responsabilités. Et je pense que ça, c'est peut-être pas les premières années, mais dans les 10 premières années de ta carrière, il faut vraiment que tu aies cette expérience avec de développement professionnel et ton patron, pour ça, alors pas, quand je dis patron, ça peut être pas forcément N+1, des fois c'est le patron de la boîte, ça peut être différents niveaux, mais un leader qui va être ton mentor pour ton développement, et ça, surtout au début de ta carrière, c'est important. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que c'est primordial et d'ailleurs on dit souvent en général, 1er poste ou pas, tu choisis, surtout aussi ton manager plutôt que en plus du poste ou plutôt que le poste parce que ça va, surtout dans tes premières années conditionner, la Tout à fait, suite tout à fait. et pour revenir sur ce que tu disais sur le fait d'apprendre beaucoup de choses dès le départ, je pense que c'est quelque chose que recherche aussi la jeune génération à travers les startups. C'est peut-être le fait qu'ils ont, la possibilité de faire beaucoup de choses en un laps de temps très court et le bon côté des choses alors je ne suis pas un pro startup du tout, ni contre d'ailleurs, hein. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux et inversement. Mais je pense que l'avantage qu'elles donnent, c'est qu'elles sont un petit peu des accélérateurs de carrière un petit peu ou des accélérateurs d'apprentissage dans le sens où c'est un peu, c'est un peu la cuisine quoi. Ouais. Le bricolage, tu dois faire plein de choses. Alors que est-ce que tu penses d'ailleurs que pour un jeune, c'est plus facile de démarrer à l'étranger en termes de est-ce qu'on va te faire plus confiance? Moi, j'ai vu ça un petit peu, les structures anglo-saxonnes, n'hésitent pas à donner leur chance aux jeunes, en termes de management, en termes de sales, plutôt que dans des structures françaises où on est, beaucoup plus frileux, à donner de la place aux jeunes et des responsabilités aux jeunes. Moi, il y avait une chose en Angleterre qui m'avait marqué, lorsque j'étais, c'est qu'il y a une grosse différence avec la France, c'est que le diplôme est pas si important que ça. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est la personnalité de la personne. Donc en fait, en France, il y a une grosse différence du premier salaire, et encore, ce que je disais il y a longtemps que j'ai quitté la France, mais sur le premier salaire, de ce que je comprends, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, en fonction de l'école, il y a quand même une différence de salaire, sur le premier. En Angleterre, la différence de salaire se fait pas très peu sur l'école. Et moi, j'ai embauché des gens en Angleterre, donc j'ai travaillé en Angleterre avec des responsabilités de PNL. Et lorsque j'embauchais des gens, j'étais surpris sur ça, parce que je disais à mon responsable RH, je lui dis: «Mais c'est bizarre là, ce diplômé-là, vraiment, c'est des grandes écoles anglaises, qu'on connaît, je sais pas moi, alors il y a peut-être des exceptions avec Cambridge et Oxford, mais je parlais des grandes écoles, King's College et cetera, et je me disais: «C'est bizarre, le salaire, il est quasiment le même que l'autre», il m'a dit: «Oui, c'est normal. En fait, la différence va se faire au bout d'un an, lorsque la personne confirme que c'est pas que le diplôme, mais c'est aussi lié à ses capacités intellectuelles, capacités, caractère, et cetera, et qui va se développer dans son travail, et ces personnes-là, en général, vont avoir des progressions salariales beaucoup plus importantes que ce qu'on voit en France. Donc ils vont faire confiance, et c'est pour revenir à ton point, oui, ils vont faire confiance, plus tôt, mais il faut faire ses preuves la première année. C'est-à-dire qu'il y a une année où
En France, on a tendance déjà à avoir une grille des salaires qui va être fixée en fonction des écoles, puis ensuite, après ça, une progression qui va être assez, on va dire, linéaire en fonction de la société, l'entreprise, etc. Puis après, en fonction des promotions. Non, là, la progression peut aller très vite pour ceux qui sortent des grandes écoles s'ils montrent qu'ils sont capables. Et là, on parle de progression à deux chiffres hein, pour les première et deuxième années. Donc là, c'est vraiment différent par rapport et c'est vrai que c'est dans le sens où on peut faire donner confiance au bout d'1 ou 2 ans et leur donner plus de responsabilités que peut-être dans un modèle français. Et ce que tu dis, et c'est fou, c'est que pouvoir faire ses preuves pour progresser, il faut qu'on puisse te laisser la place pour faire tes preuves. Si Ouais, on ne ouais. te laisse pas la place, on ne te donne pas de responsabilité, tu pourras pas Non, mais c'est avancer. aussi à toi de montrer que tu es prêt à faire plus que ce qu'on te demande. Je pense que c'est ça aussi, montrer que tu prends des initiatives, que tu viens avec des propositions, que tu as fait des analyses, en plus de ce qu'on t'a demandé, et cetera. Donc c'est cette attente-là de l'entreprise pour démontrer que la personnalité a un potentiel et que c'est pas parce que c'est l'école. En général, évidemment, il y a un ravin, on retrouve les gens qui sortent des grandes écoles anglaises finissent par avoir des salaires plus élevés au bout de 10 ans que les autres écoles, mais c'est beaucoup moins marqué qu'en France. Et, et, et aussi l'origine du diplôme est moins marquée. Moi, j'avais un responsable des risques en Angleterre, donc c'est des fonctions en France, ça serait plutôt des financiers. Il avait fait une fac d'histoire. Donc le diplôme en lui-même est aussi peu important. C'est pas peu important, mais on accepte que quelqu'un qui a fait quelque chose complètement différent dans ses études puisse faire un métier complètement différent. Alors évidemment, c'est un peu moins vrai dans les métiers très techniques, mais dans les corporates, dans les fonctions corporates, on peut avoir vraiment alors il y a quelques exceptions, évidemment sur les métiers très techniques et sur la finance. Là, la finance, par contre, c'est l'inverse. En France, on va trouver des gens qui ont peut-être fait des ingénieurs aux finances, par exemple. C'est assez classique en France, hein, ça, de trouver des polytechniciens, directeurs financiers. Mais en Angleterre, non, le métier des finances et juriste, ça reste des spécialités, des corps en plus très sélectifs qui restent. Mais le reste, on va dire dans le reste de la société, que ce soit vente, même ingénieur, des fois on peut trouver des gens qui n'avaient pas fait forcément un cursus très ingénieur. Donc c'est assez étonnant, cette diversification Oui, euh, à l'étranger, à c'est ça l'étranger. que tu veux Ouais, dire. ouais, ouais. Je vais traiter dans un autre épisode justement un peu des nouvelles méthodes de recrutement comment démarrer dans la vie active parce que j'en discutais avec des personnes qui ont justement des parcours d'ingénieurs et qui basculent dans des nouveaux postes de vente et qui sont confrontés au marché du travail et aux nouvelles méthodes de recrutement. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur le marché du recrutement actuellement où on va mettre un plus gros focus sur justement les soft skills du candidat Tout et à son fait. Ouais, profil plutôt ouais. que de son parcours. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer et on va faire un épisode là-dessus. Franck, on voulait revenir à la Roumanie et encore une fois, j'insiste, comment on passe d'ingénieur à membre d'un comité exécutif d'une entreprise assez grosse. Oui, donc maintenant ça fait exactement 3 ans que je suis en Roumanie. Hem, donc j'ai fait avant ça, juste pour terminer, travaillé en gros 25 ans dans le groupe, heu, qui s'appelle aujourd'hui Engie, hein, qui a changé de nom plusieurs fois, GDF Suez et cetera. Hem et j'ai fait mes premières 7 années dans la partie technique. Donc les 7 premières années de ma carrière, en gros jusqu'à l'âge de 30 ans, j'étais, dans la partie engineering, du groupe. Et en 2000, j'ai intégré la partie, vraiment marketing commercial, sales and marketing bon, j'étais en France à l'époque et j'ai intégré donc le service commercial pour m'occuper de l'étranger d'ailleurs. C'était pas pour m'occuper du marché en France. Heu, Est-ce que tu penses que d'avoir intégré un département marketing and sales a aidé à propulser un peu ta carrière dans des directions inattendues? Ou si tu étais resté sur des fonctions techniques, bah, tu aurais eu une carrière un peu plus classique, on va dire, et moins je épanouissante? je, je pense que oui. Je pense que d'avoir cette double expérience, à la fois technique et commerciale. Plus après finance aussi, parce qu'après lorsque tu prends des responsabilités, j'ai été responsable commercial, ensuite responsable de société, CEO.
Donc là, tu prends aussi une division, enfin une responsabilité sur la partie finance. J'ai fait des formations finance aussi, et puis une partie sur la formation leadership, etc. Mais cette double culture, pour revenir à ta question, commercial et ingénieur, m'a certainement aidé à pouvoir arriver à des niveaux de CEO et maintenant board member directeur. En fait, ça revient au CEO d'une division par rapport à la structure autrichienne. Donc, je suis dans un groupe autrichien et je suis dans la filiale roumaine qui est une grosse société de oil and gas. Donc, aujourd'hui, on est le principal producteur de pétrole et de gaz en Roumanie et on raffine le pétrole, on produit de l'électricité avec le gaz et on a des stations de pompe à essence où on vend le pétrole, enfin l'essence et le diesel. Et on a aussi un service. Moi, je suis en charge de la partie commerciale, de vente de gaz et vente d'électricité. Donc, toute la D'accord, partie qui est principalement B2B, hein, on est sur du client industriel d'accord. et aussi des PME, hein, PME et industriel. Donc, voilà, c'est mon principal client. D'accord. On reviendra un petit peu sur ce côté, produit et environnement industriel dans lequel tu travailles un peu plus tard. Ce que j'aimerais, c'est que, dans les 5 prochaines minutes, on comprenne bien, qu'est-ce qui a fait que la carrière de Franck passe d'un un ingénieur à CEO ou board member? C'est toujours un je suis désolé, j'ai l'impression de me répéter et j'insiste. Quelles sont les qualités, quelles sont les réussites qui ont fait que tu as réussi à propulser ta carrière comme ça? Est-ce que c'est des prises de risques personnelles? Est-ce que c'est des qualités que tu as mis en œuvre tout au long, de ta carrière? Ou est-ce que tu as intrinsèquement, des capacités, extraordinaires? Mais voilà, moi je ça ton parcours me semble, tout à fait atypique. Alors, je je suis pas un étudiant exceptionnel, hein, je peux dire, j'ai été même pas un ingénieur exceptionnel. J'étais, moyen, étudiant moyen, bac, sans mos j'ai même pas une mention, j'ai sorti ingénieur, niveau j'étais dans la moyenne, hein, j'étais pas dans les 10 premiers. Donc tu vois, j'ai pas un cursus universitaire exceptionnel, et cetera. Donc c'est pas lié à ça certainement que j'ai fait ma réussite, mais, je pense que j'ai un bon sens. C'est pas dire commercial, commercial, ça veut pas dire, ça, mais, relation avec les gens en termes de empathie, avec les gens. Je pense que c'est un de mes points forts, compréhension du et d'écoute et des attentes soit de tes équipes, soit de tes clients. Je pense que ça, c'est un point important, heu, aussi une culture qui est moi, je suis d'origine, je t'ai dit Normandie, j'étais une famille protestante, le travail était important. C'est-à-dire que, mes parents étaient vraiment dans une culture de, oui, de travail, respect du travail, respect des valeurs, aussi, des valeurs humaines, respect l'hospitalité. Je pense que ça, c'est aussi un point important et lorsque tu vas à l'étranger, être ouvert sur la culture et être capable de s'adapter de manière, alors s'adapter, c'est faire un effort d'intégration. C'est ça, c'est pas, s'adapter, ça peut être apprendre la langue et cetera, c'est différent, mais c'est faire cet effort d'intégration. Je pense que ces qualités-là, vont t'aider dans ton développement, professionnel. Réussite commerciale, parce que c'est vrai que le fait d'écouter les autres, d'écouter tes clients, de comprendre ses attentes, de gérer tes contraintes internes aussi, parce que souvent des fois tu as plus de négociations en interne qu'en externe, hein, surtout dans les grands groupes. Hem Et de promettre aussi, de respecter ce que tu promets, parce que ça, c'est une valeur importante qu'on m'a inculquée, comme je te dis avec des patrons, lorsque j'étais dans mes 10 premières années. Vis-à-vis des clients, c'est de promettre, ce que ou tes clients, hein, externes ou internes, hein, tout dépend si dans une bureau d'ingénieur ou pas, mais de respecter, tes promesses, et des fois, c'est aussi être ouvert, c'est-à-dire si être, reconnaître l'échec, hein, c'est aussi, mais lorsqu'on a un échec, il faut savoir l'assumer rapidement. C'est-à-dire qu'il faut pas attendre trop longtemps lorsqu'on est en situation d'échec, le reconnaître et montrer qu'on apprend de nos échecs. Je pense que ça aussi, c'est important en termes de leader,
De réussite. oui, d'accepter les échecs et d'apprendre des échecs. Parce que souvent, si tu as pas cette culture-là, ce qui se passe, c'est que les gens vont pas prendre du risque. Donc si tu ne donnes pas de liberté aux gens de pouvoir faire des erreurs, du coup, ils vont être très en attente, top-down, quoi. Ils vont attendre que tu leur dises de quoi faire Bien sûr. et tu vas pas développer, tu vas manquer en termes d'innovation, tu vas pas développer les équipes, et cetera. Donc, ta réussite, parce qu'au final, ta réussite professionnelle, c'est pas toi, c'est toi et tes équipes. C'est pas lié à toi, c'est pas une personne qui réussit pour devenir CEO ou board member, c'est le fait que tu as réussi à gérer des équipes et à les amener à un autre niveau. Et je pense que c'est ça la réussite, hein. C'est pas lié à. Oui, après, ça se traduit dans les chiffres, mais c'est laisser. Et pour moi, ce qui était important dans ma carrière, c'est quand je laisse une équipe, c'est on est passé de A à B, et B est vraiment dans une meilleure situation pour les gens, pour les employés, pour les clients, et qu'on laisse quelque chose derrière soi. C'est vraiment ça qui est. Et ça, les gens, si tu restes dans un même groupe ou même si tu changes de groupe, les gens vont voir ça. Tu peux le juger, tu vois ça dans les résultats, tu vois ça même dans les entretiens avec les gens qui ont travaillé avec toi. Et je pense que c'est ça qui est vraiment lié à la réussite, c'est d'avoir réussi à gérer les équipes, à les emmener dans un voyage professionnel, à transformer quelque chose et avoir des échecs, hein, faut pas, moi je dis pas que c'est une ligne droite qui fait que monter. Non, non, il y a des hauts et des bas, mais on apprend et on avance. Et je pense que c'est ça, vraiment ce qui fait. Tu avais tu avais déjà avant une âme un peu de leader ou tu as appris t'as appris sur le terrain à développer cette mentalité un peu qui entraîne les autres justement à faire travailler les autres vers un objectif commun. Comment tu as abordé cette facette-là justement? Je pense que le leadership, des fois on dit: «Oui, c'est quelque chose, c'est inné, c'est en toi, c'est». Non, je pense que ça s'apprend, hein. Faut pas, je veux dire, on peut avoir oui, il y a certains gens, personnes qui sont évidemment qui ont un charisme extraordinaire et qui vont être des leaders nés, et cetera. Moi, je pense pas que j'avais un charisme extraordinaire. Certes, j'aimais bien, lorsque j'étais jeune, être, tu vois, le capitaine, représentant, et cetera. Donc je suis plutôt extraverti. J'aimais bien me positionner et pas positionner, mais prendre le rôle de Ouais, tu avais un petit leader. peu ça quand même, Mais ça, c'était donc. oui, mais j'avais pas un charisme extraordinaire. Je pense que c'était plutôt parce que j'avais envie de faire des choses. C'était plus D'accord. ça, d'avancer, de faire des choses, et cetera. Et puis surtout j'aime bien la com. Et ça, excuse-moi, c'est un truc qui venait de toi ou c'est quelque chose qui venait, enfin, je sais pas, de tes parents, de ton environnement, ou c'était voilà ta personnalité, On a il fallait faire des choses et se mettre un peu en avant? disons que ouais, du côté de mon père et ses frères, c'est des gens qui avaient de fortes personnalités. C'est des gens qui ont d'ailleurs, mon père a beaucoup D'accord, voyagé aussi. Alors c'est vrai que ça peut aider aussi pour démarrer une carrière internationale, et il était chef d'entreprise. Donc il y avait ce côté aussi, prendre de risques prendre d'accord. des risques, et cetera. Même si c'est quelque chose, j'ai jamais eu j'ai jamais osé faire, hein. C'est-à-dire me mettre chef d'entreprise, créer ma propre entreprise. Et j'ai des copains qui l'ont fait et certains qui ont voulu que je parte avec eux. Moi, j'avais toujours ce côté, j'avais 3 enfants, la famille, très tôt, et j'avoue que c'était une prise de risque que j'ai jamais osé faire pour ma famille. Mais bon, après, c'était peut-être que j'avais démarré plus tôt. Je pense qu'à l'âge de 20 ans, j'aurais été prêt à prendre des risques, mais dès que j'ai eu une famille, après, c'était plus difficile pour moi pour prendre ce type de décision. Après, je suppose que quand on n'a pas besoin d'être chef d'entreprise pour, c'est pas un accomplissement en soi parce que quand je vois ton parcours, tu accomplis aussi des choses, des grandes choses en travaillant au sein d'une entreprise et en entraînant avec toi des équipes et comme tu disais, à faire bouger des équipes vers Mmh. un objectif commun. Ah ouais. Franck, je te propose qu'on bascule sur un sujet. Je reviens à ton milieu industriel. Aujourd'hui, tu travailles dans le oil and gas, donc pour Petrom en Roumanie. Je voudrais qu'on discute un petit peu justement de comment on travaille dans une entreprise comme la tienne, dans un temps où la question climatique vient au cœur de la problématique sociétale. Comment on arrive à gérer ça et est-ce que, à ton niveau,
vous arrivez à impulser des changements, à gérer ce genre de choses d'un point de vue professionnel ou même personnel? Comment tu arrives à gérer ça? Oui, en fait, c'est une bonne question, Mathieu, parce qu'aujourd'hui, pour toute l'industrie oil and gas, évidemment, le gros, le plus grand challenge, c'est cette transition énergétique, évidemment. Euh, et quelle va être la vitesse de cette transition énergétique? Parce qu'en même temps, notre devoir, c'est de livrer l'énergie à l'entreprise, aux particuliers, à la pompe à essence, etc. Donc on a cette sécurité de fourniture, on a cette obligation de sécurité de fourniture de l'énergie et surtout Petrom en Roumanie, qui est le premier producteur, a encore plus le focus sur l'État attend de nous qu'on soit capable d'être fiable et de fournir l'énergie évidemment à un prix abordable, etc., etc. Donc il y a toute cette attente sur tout d'abord fournir l'énergie aux clients, que ce soit des clients industriels ou des clients particuliers. C'est le grand écart actuel. C'est-à-dire C'est que comment on exactement le grand sécurise écart. C'est comment on ouais, sécurise aujourd'hui et demain, hein, parce que c'est pas demain qu'on aura 100% de voitures électriques ou d'énergie renouvelable. Et le 2050, net zéro carbone en 2050. Et entre maintenant et 2050, évidemment, il y a 2030 qui ont un point d'étape. La Comité européen fixe des targets pour les pays et pour les entreprises, pour les pays, et comment les entreprises traduisent ça dans leur stratégie. Et en fait, c'est le grand débat en ce moment pour notre groupe, hein, pas uniquement en Roumanie, mais le OMV, qui est un groupe autrichien, comment traduire les objectifs net zéro carbone et notre situation par 2030. Et en fait, on est en train de travailler sur cette stratégie. Alors, elle est pas terminée. D'ici la fin de l'année, elle sera présentée au marché, donc à nos actionnaires et au marché boursier et à nos employés. Donc ça va avoir différents volets sur cette transition. Mais ce qu'on essaye d'expliquer, c'est qu'il faut faire attention aux discours qui des fois sont un peu extrêmes de certaines NGO qui veulent tout arrêter pour tout de suite passer à une situation zéro carbone. Ce qui est malheureusement qu'est-ce que tu entends par NGO? Excuse-moi, je parle pour ceux qui ne sont pas Oui, des organisations non gouvernementales qui donc, certaines qui prêchent d'arrêter tout de suite le oil and gas, d'arrêter les combustibles, etc., fossiles. Ce qu'on voit en Roumanie, c'est qu'il y aura une transition. La première transition, déjà, c'est de passer du charbon au gaz, parce qu'on est encore, il y a une empreinte charbon très forte sur, pas uniquement en Roumanie, mais surtout l'Europe du Sud-Est, hein, donc je parle de Grèce, Bulgarie, Macédoine du Nord, etc. euh, Hongrie, Pologne, lorsqu'on remonte après sur l'Europe centrale. Ici, il y a toute une liste de pays, et on peut inclure l'Allemagne dedans, hein, où on a encore une empreinte charbon fort. Alors, certains disent, ça sert à rien de passer au gaz, il faut tout de suite passer aux énergies renouvelables. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il n'y a plus de vent, il n'y a pas de soleil? Et aujourd'hui, on a besoin du gaz encore pour assurer la sécurité de fourniture de l'énergie électrique. Ensuite, ce qu'on dit, c'est d'ici 2030, s'il y a une solution hydrogène ou de batterie qui permettent de brûler de l'hydrogène dans des centrales gaz au lieu de brûler du gaz, ou même d'ici maintenant jusqu'à 2030 de faire un mix de combustibles, oui, on trouvera des solutions. Mais il faut déjà travailler maintenant sur jusqu'en 2025 pour passer du charbon au gaz. C'est maintenant. Et ça, on va déjà réduire nos émissions de 50% de CO2. et donc qu'est-ce qu'on dit aux jeunes ingénieurs aujourd'hui? On voit une désaffection vers les métiers, du oil and gas, de la mécanique, je ne sais pas si c'est un fait marketing ou si c'est voilà, les gens pensent que, Alors moi, ce que je je dis, sais c'est qu'il pas, y a mais encore
les métiers sur lesquels les écoles d'ingénieurs qui forment des ingénieurs dans le pétrole, ça ne veut pas dire qu'il y aura rien à faire dans le pétrole. Lorsque le pétrole, on aura arrêté de consommer du pétrole, il y aura rien à faire. D'abord, il y aura toujours des besoins de pétrole dans l'industrie chimique, hein. Même si le pétrole n'est pas utilisé pour le transport, l'industrie chimique, hein, et encore, il y a pas eu d'alternative vraiment du pétrole pour l'industrie chimique. Peut-être que demain, il y aura d'autres combustibles, mais aujourd'hui, ça reste encore le pétrole. Ensuite, nos géologues, on est en train de les former, nous, pour faire la géothermie. En Autriche, on commence à faire de la géothermie, donc il y a des métiers de géologues qui vont permettre de faire autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des activités justement d'énergie alternative où on aura besoin de nos ingénieurs oil and gas. L'autre activité sur laquelle on veut investir en Roumanie, c'est le stockage de CO2. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les différents scénarios pour être net zéro carbone en 2050, tous les consultants nous disent que, et même la Communauté européenne reconnaît que sans le stockage de CO2, on n'y arrivera pas. Parce qu'il y a des industries sur lesquelles on n'arrivera pas à trouver d'alternatives 100% électriques, 100% renouvelables, etc. Donc, et là, c'est des ingénieurs qui aussi sont, nous, c'est les mêmes ingénieurs qui font aujourd'hui du oil and gas, qui vont travailler sur le stockage de CO2, parce qu'il faut faire du pipeline, il faut faire études de stockage, subsurface, il faut faire du forage, il faut faire. Donc, c'est des métiers où on va, je dis pas recycler parce que c'est pas joli, mais on va reformer nos gens pour faire, mais avec les compétences qu'ils ont, pour développer les énergies du futur. En gros, tu dis que voilà, aujourd'hui, toi, tu es au cœur d'une transformation concrète, euh, et que la transition énergétique doit être abordée d'un point de vue avant tout technique plutôt que dogmatique, quoi, j'ai envie de Ouais, tout à fait, ouais. Et une des particularités aussi de l'industrie pétrolière, c'est une industrie qui a une capacité à gérer des très grands projets en respectant des règles en termes de sécurité, en termes d'environnement, en termes qui vont servir, ces compétences vont servir aussi pour la transition énergétique. En termes de sécurité sur des stockages, sécurité sur même des installations d'offshore, éoliens offshore, qui sont des investissements très importants. Donc cette culture de oil and gas, de gérer des gros projets avec des gros investissements, c'est quelque chose qui servira aussi sur la transition énergétique. Donc moi, j'ai pas peur des métiers qui sont liés, peut-être qu'ils feront autre chose que faire de l'extraction de pétrole, mais les compétences vont nous servir. D'accord. Écoute, c'est super intéressant. On va revenir à des choses un peu plus légères. J'aimerais qu'on passe la dernière partie du podcast Oui. sur la partie culturelle du pays dans lequel tu vis actuellement. C'est plutôt rare de trouver des francophones qui vivent en Roumanie. Enfin, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans ce pays et quelles perspectives de business tu vois Mmh. pour des jeunes entrepreneurs français, par exemple, ou des jeunes ingénieurs qui voudraient venir vivre, travailler dans ce pays? Alors c'est un pays, je ne connaissais pas bien avant d'accepter cette position, j'avoue. Heu, mais alors la particularité de ce pays, c'est et surtout pour les Français, je trouve, il y a une hospitalité vis-à-vis des gens francophones et des gens d'origine latine, on va dire, qui est vraiment importante. Donc il y a une hospitalité de manière générale, les Roumains sont des gens il y a une culture d'hospitalité qui est vraiment très forte. Et ça, j'avoue que ça m'a beaucoup marqué au début. Il y a ça, ils sont ouverts, ils sont curieux, donc ils sont aussi, intéressés à apprendre, sur ce qui se passe en France, sur les technologies, sur, le développement, et cetera. Donc ça, c'est ce côté vraiment intéressant. Après, il y a ce côté un peu Far West où c'est facile de démarrer par rapport à la France, créer une entreprise, démarrer. C'est des fois les règles sont un peu, aussi, on va dire, flexibles, sans vouloir, insister trop sur ce sujet, mais il y a ce côté un peu Far West, heu,
qui est vrai qu'en Europe a un peu disparu, hein, même en Europe centrale, qu'on voyait peut-être dans les années 95, 80, 2000. Mais ici, ça reste important. Il y a des ressources importantes, hein, ressources dans le pays. C'est comme un grand pays aussi, hein, un pays qui, en termes de taille, en termes de population, par rapport à l'Europe centrale, c'est plus petit que la Pologne, mais ça c'est quand même intéressant. C'est aussi une culture latine, donc il y a une culture aussi qui est proche de l'Italie, de la France, hein, donc ça c'est aussi intéressant pour nous. Euh, la langue est latine, mais c'est moins facile que l'italien. L'italien est plus facile à apprendre que le roumain. Parce que c'était une langue slave qui est devenue latine. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué qu'une langue latine, mais c'est pas impossible à apprendre, hein. Il y a beaucoup de Français qui sont D'accord. ici qui parlent roumain. Euh, et puis c'est un pays qui est vraiment pro-européen. Donc il y a une culture aussi vis-à-vis des valeurs européennes, etc. D'accord. Donc c'est un pays où il y a des opportunités. Le coût de la main d'œuvre reste faible, hein. Il y a un peu un manque de main d'œuvre aussi, mais le coût de la main d'œuvre reste faible par rapport à d'autres pays. Et c'est vrai qu'il y a encore de l'espace, il y a encore des choses à faire. Donc, et un taux de croissance élevé aussi, hein. D'accord, et quels conseils concrets tu donnerais, en termes de business justement? Comment pour réussir, notamment je pense à la communication, comment réussir, quelles sont les erreurs, à ne pas commettre surtout, si tu veux, réussir ton projet ou ton business, en Roumanie? Ouais. Alors, il y a une chose qu'il faut faire attention quand même, c'est que ils sont très vision court terme. Donc, vendre à un Roumain en disant on peut travailler ensemble avec un business sur long terme, etc. C'est pas des choses sur lesquelles ils sont c'est pas, je sais pas si c'est sensible, mais ils sont plus court terme. Donc ils ont besoin de voir des choses concrètes, rapides, etc. Donc si on veut se lancer sur la Roumanie avec un partenaire local, il faudra viser surtout bon, ça peut être sur 2, 3 ans, mais pas sur pas beaucoup plus loin, pas beaucoup plus loin que ça. Après, il y a une chambre de commerce franco-hongroise qui est très bien implantée en Roumanie, qui peut être aussi une bonne porte d'entrée pour les gens qui veulent démarrer leur entreprise. Des gens qui cherchent des conseils, qui cherchent un accès au marché, qui cherchent des aides pour démarrer. La chambre de commerce, j'avoue, et j'en ai vu plusieurs chambres de commerce à l'étranger. Celle en Roumanie, du fait de la taille du marché et du nombre d'entreprises françaises, est bien structurée et ils ont même des activités régionales. Ça peut aider. Moi, ce que je conseillerais, c'est sur la Roumanie, c'est peut-être pas forcément de démarrer sur Bucarest, mais par exemple la Transylvanie, il y a des pôles de développement en Transylvanie. Quand on regarde Cluj, Timișoara, Brașov, qui sont vraiment des villes en plein boom, avec des secteurs de PME, PMI, où il y a une activité importante. Il y a des entreprises françaises qui sont déjà établies, des fois de taille moyenne, des entrepreneurs français qui sont installés. Ça peut être aussi des points d'entrée, voir avec eux sur justement les opportunités en termes de ce qui manque en termes de soit technologie. Alors Cluj, c'est plus technologie. Timișoara, chaque ville va avoir un peu son domaine. Cluj, c'est très IT, très technologie informatique, etc. Timișoara, c'est plus construction, et Brașov, c'est plus mécanique. Donc chaque ville va avoir un peu ses spécificités liées à la culture et aux origines D'accord, de la ville. Mais il y a des opportunités. L'aéronautique, il y a des choses où il y a une culture sur ça, mais il y a peu d'industrie. Donc il y a des choses à faire. Et après, il y a ils ont accès à des fonds européens pour le développement commercial, donc ça pour le développement industriel et commercial. Et il y a des zones sur lesquelles encore plus facile parce qui sont vraiment des zones qui ont souffert historiquement et donc il y a aussi des fonds de transition européens qui permettent au développement. Donc moi je conseille aussi ça, c'est l'accès aux fonds européens, regardez les structures qui peuvent vous aider localement à vous implanter, à démarrer, à les contacts, à éviter de faire des erreurs. Euh, le système bancaire est un peu cher et pas toujours très performant. Ça, c'est peut-être un peu les points un peu faibles. Euh, Là, il manque un peu de personnel compétent. Euh,
Ça, c'est peut-être vraiment un des points faibles de la Roumanie, ouais. Surtout dans l'accompagnement d'entreprise, hein. D'accord, Franck. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce feedback. On va arriver dans la dernière partie du podcast qui s'apparente à une petite conclusion. Qu'est-ce qui fait rêver Franck Neal aujourd'hui d'un point de vue professionnel, personnel? Tu... Alors moi, j'avoue que, les 10 prochaines années, qui sont vraiment, clés pour notre industrie en termes et pour l'Europe, hein, en termes c'est pas uniquement notre industrie, la transition énergétique et comment évoluer et faire face à la demande et à la future demande, tout en réduisant nos émissions de CO2. C'est des challenges, on parle de l'économie de l'hydrogène, il y aura des nouveaux métiers, ça aussi c'est pour les gens qui sont à l'INSA, l'hydrogène est un secteur qui va vraiment se développer. C'est un point sur lequel moi je conseillerais les jeunes d'aller dans les startups qui travaillent sur l'hydrogène, sur tout ce qui est économie circulaire, parce que ça aussi, ça va être quelque chose qu'on va regarder sur le recyclage des plastiques, comment retraiter les plastiques. Il y a plein de startups qui se lancent là-dedans sur ces domaines-là. Il y aura des gens qui vont réussir évidemment sur ces domaines-là. Donc il y a et là, l'Europe va créer des emplois, va créer des ressources, etc. Donc, moi, cette perspective sur les 10 prochaines années, et moi, je conseille aussi les jeunes d'aller faire ces métiers aussi qui vont être liés à la transition, qui vont être des nouvelles structures d'énergie, nouvelles économies aussi, business économie avec l'énergie, avec le recyclage, économie circulaire. Là, il y a des choses à faire. Et là, je pense que c'est intéressant parce que ça va être le futur dans les 10 prochaines années où on doit trouver les technologies qui vont nous permettre d'évoluer vers des solutions à bas taux, à bas d'émissions CO2. Maintenant, ce que je disais, qu'il y a toujours un rôle pour le gaz, et moi je vois qu'encore pour les 10 prochaines années, le gaz va être aussi un complément de cette transition énergétique. Et c'est sur ça que je suis très actif aujourd'hui avec Bruxelles et avec les autorités roumaines pour montrer comment le gaz peut aider dans cette transition énergétique. Super intéressant. Et tu as répondu un peu à la question que je voulais te poser après. Quels conseils on donnerait aux jeunes ingénieurs INSA? Donc là, c'est l'orientation. Mais est-ce que tu as un autre conseil à leur donner? Euh, oui, être curieux, audacieux, ce que j'expliquais au début, hein, pas hésiter de prendre. Au début, il faut trouver alors, il faut pas rater ces 10 premières années, je sais pas ce que je veux dire. Il faut prendre des risques incontrôlés, mais il faut pas avoir peur justement d'avoir une expérience à l'étranger. Euh, Regardez, cherchez aussi une entreprise qui va vous permettre de vous développer vous, d'apprendre. Parce qu'au départ, quand on sort de l'école, on a encore tout à apprendre malheureusement. C'est pas, on pense qu'on sait tout et qu'on est prêt, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc une entreprise qui va vous challenger, mais qui va aussi vous accompagner dans votre développement professionnel. Et ça peut être oui, ça peut être aussi une start-up hein, qui va vous challenger, qui va vous aider. À partir du moment qu'il y a une structure qui vous permet de faire ça aussi. Moi, je dirais, je vois aussi des biais dans les startups. Je vais t'en parler tout à l'heure parce que c'est important. J'ai vu ça en Roumanie où des jeunes qui ont peut-être pas des besoins financiers très importants parce que je sais pas, la famille peut supporter encore après les études, qui vont travailler dans les startups où ils sont quasiment pas payés en fait, hein, mais avec une option sur le futur de potentiel, etc. Et où en fait celui qui gagne de l'argent, souvent c'est le dirigeant qui utilise des jeunes pour développer des choses et qui vend ça et qui gagne de l'argent sans vraiment rétribuer ces talents qui sont dans l'entreprise. Donc des fois, je vois des startups où c'est pas vraiment l'esprit startup, c'est plutôt l'esprit d'esclavage. Donc il faut faire attention de pas se retrouver dans une startup où on dit ouais c'est super. Aujourd'hui, je gagne pas d'argent, mais un jour je ferai fortune. Mais où le modèle est pas vraiment de la startup est pas vraiment ça, et plutôt d'exploiter des jeunes qui ont peut-être pas forcément besoin de revenus stables, mais qui sont talentueux, hein, parce que c'est souvent des jeunes qui ont aussi un bon background, etc. Donc faire attention de ne pas tomber alors peut-être des fois, si le sujet est très intéressant, etc., on peut faire des compromis, mais faire attention à ça. Non, mais je pense que tu as raison. Je pense qu'à un moment donné, il faut croire en ses rêves et aider au développement de produits qui peuvent nous passionner, mais pas accepter n'importe quoi dans des conditions dégradantes et qui ne valorisent pas le savoir-faire.
Franck, j'ai une toute dernière question à te poser. Si tu devais recommencer ta carrière dans n'importe quel pays du monde, tu choisirais lequel? Bah, tu sais, quand j'avais 18 ans, en fait, j'avais hésité entre 2 écoles, alors je sais pas vraiment le pays, mais déjà pour les écoles, heu, soit aller dans justement une structure d'ingénieur, aller travailler dans une école d'ingénieur, faire maths sup, et cetera, ou faire une école qui était au Havre, je suis pas sûr qu'elle existe toujours. C'était une école qui datait je pense que la France avait une des colonies qui était pour faire, gérer des structures agricoles à l'étranger. Et donc moi ce qui m'avait plu là-dedans, c'était ça, c'est d'aller travailler, je sais pas, dans des pays comme, Madagascar, Guadeloupe et cetera, ou faire vraiment de l'exploitation agricole, développement agricole et cetera. Et j'ai hésité et j'avoue parce que mon père travaillait avait une jardinerie en France, au Havre, et donc j'ai hésité entre ça. Puis, donc peut-être que, ouais, si j'avais à refaire, peut-être faire cette école et voir où est-ce que je serais aujourd'hui. Je serais certainement en Afrique, Ouais. mais je sais pas où. Mais ça, je pense toujours à ça. Mais bon, j'ai pas de regrets vraiment, hein, j'avoue T'as que pas de regret, mais t'as gardé ton imaginaire de voilà, voyageur et voilà. on Si rêve j'avais, toujours, on rêve toujours de contrées où on n'a pas été, donc je pense que voilà, c'est normal. ouais. Écoute Franck, je te remercie. Je suis le gardien de la montre. On a eu un épisode et un échange très très dense sur beaucoup de sujets. Comment on peut te contacter? Et si tu veux être recontacté, s'il y a des personnes qui veulent aller un peu plus dans le Oui, détail bah, ou quoi? je peux donner mon mail, hein, c'est pas de problème. C'est Franck Néel, donc Franck Néel, N2EL, hotmail.co.uk. Donc c'est une adresse anglaise, hein, D'accord. .co.uk. Bah, si tu es d'accord, Oui, oui, on pas de la problème. mettra dans les détails de l'épisode. Et puis, je suppose que tu as un profil LinkedIn où les gens peuvent aussi rentrer en Oui, tout à contact fait. avec. Donc sur LinkedIn également, pas de Ok. problème. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Franck, pour cet échange. Mais de Euh, rien. et à bientôt. À bientôt. Merci Mathieu. C'est là-dessus qu'on se quitte. Si vous avez aimé cet épisode avec Franck, je vous encourage à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du site pour ne rien rater de l'actualité du podcast, newsletter.systemsales.fr. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.